J'y pense souvent à ce moment de ma vie, qui était un moment, surtout un moment de l'écriture aussi. Parce que j'avais l'impression, quand ce naufrage a eu lieu, qu'il était annoncé dans les livres précédents. Cet épisode de Liliana, ça a été très instructif pour moi. Je me suis dit, tu as mérité de vivre ce que tu vis, en bien ou en mal, en danger ou en salut. Cher ami, j'ignorais que vous aviez failli mourir lors du naufrage de l'Eleana. Ça me paraît tout à fait normal que vous ayez survécu. Une extraordinaire puissance de vie vous protège de tout. Il faudrait trop d'océan pour éteindre le feu qui est en vous. On peut applaudir bien fort Stéphane, notre réalisateur, Stéphane Thibault. Voilà, alors on donne la parole à la salle directement. Ce serait peut-être bien, au cas où, s'il y a quelques réactions parmi le public, avant de commencer le débat et les réactions des intervenants. On pourrait peut-être voir si dans le public, il y a en tout cas soit des gens qui connaissaient déjà Marcel Moreau ou qui le découvrent. Ça, c'est toujours intéressant de savoir. Quand par exemple on a fait une projection à Couvain, la plupart ne connaissaient pas Marcel Moreau. Et parfois on se heurte, parfois des salles qui disent « mais moi je ne connaissais pas Marcel Moreau, quel est le livre que je dois lire en premier ?» C'est toujours compliqué de dire ça. Donc je ne sais pas si dans cette salle-ci, beaucoup de gens connaissaient Marcel Moreau. Ça, c'est peut-être la question. Oui. Le sondage. Moi je ne connaissais pas. Voilà, une main, levez la main ceux qui ne connaissaient pas Marcel Moreau. C'est quand même sympathique. Mais donc voilà, donc je ne sais pas si dans la salle il y a des réactions qui... Non, première chose, c'est que c'est pas facile de trouver des livres de Marcel Moreau. Ah, ça vous parlez en connaissance de cause avec Tropisme, qui n'avait plus de livres de Marcel Moreau, et c'est vrai que ça se fait rare dans les librairies ou les endroits de trouver du Marcel Moreau. C'est compliqué, on a peut-être plus facile à trouver des livres de Marcel Moreau dans les livres des bouquinistes. Voilà. À Paris, on en trouve facilement sur les quais, ou alors dans la galerie ici à Bruxelles, on en trouve. Voilà, c'est ça. On en trouve encore pas mal de livres de Marcel Moreau. Oui, il y en a encore. Il y en a encore pas mal.
dédicacé en plus. Oui, là, il y a une réaction. Voilà. Voilà. Je vais essayer Il y a de un autre parler micro. fort. Attendez, il y a un autre micro qui arrive. Attendez, voilà. Merci Elsa. Je trouve, Thibaut, ton Attendez. travail absolument remarquable, ça j'ai pas crié. Et surtout le fait de lui rendre cet hommage, parce que c'est un hommage formidable. Mais j'ai quand même une question, quelque chose qui me questionne, c'est pourquoi diable, et c'est un fil conducteur dans ton film, mettre ce livre dans l'eau. Ça, c'est une bonne question. Et en fait, le livre de La Terre infestée d'hommes est un livre qui intervient dans la vie de Marcel Moreau au moment où il a eu cet épisode de l'Éléana. Dans le film qu'on voit, on voit les archives de l'Éléana, et il était sur le bateau, donc il a failli mourir là, et il en reparle énormément dans ses livres, Discours contre les entraves, il en parle énormément, il en parle aussi enfin, il n'en parle pas dans La Terre infestée d'hommes, mais en tout cas, quand il parle de ce naufrage dans le Discours contre les entraves, il revient à La Terre infestée d'hommes pour dire que c'était annoncé dans ce livre-là. Et c'est vrai que dans certains chapitres, il est ici, je crois qu'on peut les trouver, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on sent qu'il y a une étape dans sa vie où il sent qu'il y a un passage, il y a un moment peut-être de fin, où il pensait mourir peut-être, ou en tout cas en finir, ou en tout cas où il se posait des questions en tout cas sur sa carrière d'auteur. Et je l'entends bien, mais ce qui m'étonne, c'est qu'un livre dans l'eau, ça détruit le livre. Ben oui, ça c'était en plus un livre que j'ai en double et je me suis sacrifié, j'ai jeté un livre dans... Je l'ai rentabilisé parce que j'ai passé, je crois, à mon avis, une nuit entière sur la plage de Ostende en train de filmer malheureusement comme un pauvre malheureux avec les kidams qui passaient devant moi et je filmais ce livre malheureux qui était en train de se détruire. Ça a été difficile, ça a été un moment compliqué, mais je ne sais pas, c'était important de voir ces mots qui partent comme maintenant. Je pense qu'un écrivain qui peut facilement disparaître à l'heure actuelle et être lavé comme ça, l'encre se dilue dans l'eau. Hein. On voit aussi les images de cette plume qu'on plonge dans l'eau avec l'encre qui s'éparpille dans l'eau. Et c'est une question que je pose, c'est qu'est-ce qui reste d'un auteur et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut faire avec un auteur comme Marcel Moreau et comment peut-on encore le lire, comment on peut encore le promouvoir, et c'est toujours compliqué. Et c'était ça aussi, ce livre qui disparaît, ces mots qui disparaissent à une époque où on ne lit plus, à une époque où quand on explique qu'on fait un film sur un auteur, c'est compliqué. Moi j'ai 35 ans et je dis je fais un film sur un écrivain et on me dit ah oui. C'est bizarre, quoi. Ça reste étrange. On se dit pourquoi. Et voilà, donc c'est ça aussi, cette espèce de marée qui emporte les livres. C'est une image un peu simple, mais qui est, à mon sens, pas fausse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, j'ai une question. Je vous remercie pour ce documentaire qui était absolument merveilleux. Je vous félicite. Il est vrai que faire un documentaire sur Marcel Moreau, c'est quelque chose d'absolument indispensable, compte tenu du fait que c'est un homme qui n'est pas connu dans son propre pays. Et je peux le comprendre par certains côtés qu'il ait quitté le royaume pour aller à Paris, pour toutes sortes de raisons. Je suis français, je suis ici depuis 12 ans, et j'ai compris ce qu'était un Belge en ouvrant un livre de Marcel Moreau. Je n'avais jamais, j'habitais Bruxelles évidemment, je n'avais jamais rencontré de Belges. Je ne rencontrais que des espèces de gens sans âme, quoi, comme moi, comme des espèces de déracinés ou tels. J'avais une question à vous poser, c'est bien entendu, je tente ma chance, mais peut-être lui avez-vous demandé, je crois que vous avez posé cette question à l'un des intervenants du film, et hélas, je ne sais pas son nom, je ne m'en souviens jamais, il a un pull jaune, c'est un des plus intéressants, je trouve que c'est un professeur. Marc Wachber. Comment on dit ? Marc Wachber. Oui, voilà. Sur la fin de la littérature, est-ce que vous avez eu l'occasion de lui demander ce qu'il pensait, le regard qu'il portait sur la littérature contemporaine ?
parce que Marcel Moreau, c'est de la littérature au sens artistique, on pourrait le comparer à Proust ou à Balzac, parce qu'il fait de l'art, il ne raconte pas des histoires. Et est-ce qu'il est conscient du fossé qu'il y a avec les écrivains d'aujourd'hui, ou bien quel est de manière plus générale le regard qu'il porte? Je vous remercie. Je crois que Marc Washburn le dit dans le film et qu'il est à mon avis extrêmement lucide là-dessus. Il le dit, hein, il y a une perte de... Je ne sais pas avec ses mots, mais il explique que c'est une non-langue, il parle de choses assez dures avec l'époque actuelle qui est très... je ne sais plus comment il dit, mais voilà, c'est assez... Je crois qu'il est très lucide là-dessus, mais effectivement, ce qu'avait dit Marcel Moreau quand il est parti à Paris, il avait dit une phrase assez dure là-dessus. Il dit: je préfère, c'est pas les mots exacts, mais il dit: je préfère rater là-bas que réussir ici. Voilà, donc ça c'est ce que dit un auteur belge qui préfère s'exiler à Paris. Donc ça c'est une phrase qu'il a dit, et Marc Washburn, je crois qu'il dit à un moment que c'est très compliqué de lire Marcel Moreau et que ce sera très compliqué aux générations suivantes de lire Marcel Moreau. Pour moi, c'est l'inverse. Je pense que c'est une littérature qui se lit facilement parce que justement, c'est une bombe qu'on peut mettre entre les mains des étudiants. Moi, je n'ai pas eu cette bombe-là entre mes mains quand j'étais à l'Athénée de Dour, là où il a été retiré à 13 ans. Mais si on m'avait dit: tiens, il y a du Marcel Moreau qui est passé à l'Athénée de Dour, je pense que ça m'aurait fait un choc. Malheureusement, on ne me l'a pas offert, ce choc. Mais ça, c'est le problème de l'école. C'est le problème aussi de l'endroit d'où il vient, le Borinage. Et ici, Watermal-Boisfort se souvient que Marcel Moreau a habité Watermal-Boisfort. Boussu, là où il est né, ne s'en souvient pas du tout. Donc Boussu préfère mettre sa tête dans le sable et dire: ah, Marcel Moreau, on ne connaît pas. En tout cas, ils ne répondent pas. Projeter un film, c'est pas compliqué. Et ça, ils ne le font même pas. Donc le Borinage ne se souvient pas d'un auteur majeur qui est né dans... Voilà, qui peut redonner des lettres de noblesse à cet endroit qui est un petit peu déshérité, mais qui donne des artistes magnifiques. Et Sophie Boyle a écrit un livre aussi, L'Escarbilleuse, où elle parle d'un musée qui existe là d'où je viens, donc Élouges, qui s'appelle le musée Mulpa. Elle a écrit ça dans L'Escarbilleuse. Et ce musée Mulpa n'existe plus. Donc c'est aussi un musée qui est un petit terrain d'art, de culture, d'art naïf au sein d'un petit village. Cet endroit existe grâce à un écrivain, mais n'existe plus grâce à la politique d'une région qui décide de laisser tomber. Et je pense que c'est aussi une grande force de Marcel Moreau, c'est que dans un de ses livres, je ne sais pas, ça c'est après je vais laisser la parole, mais ici dans Le Chant des Paroxysmes, il dédie son livre à Raymond Choquet, poète, 1941-1966. Donc je ne sais pas si Raymond Choquet existe encore dans les mémoires des gens. J'ai cherché, Raymond Choquet n'existe plus. Marcel Moreau l'a gravé dans son livre Le Chant des Paroxysmes, et c'est comme ça que les gens restent. Et malheureusement, c'est pas assez. Donc les artistes ne suffisent pas à faire vivre des artistes. Voilà. Moi, je dirais que, comme Moreau, tu viens de ces coins-là. Et je disais justement, avant que ça commence, vous voyez où ça se passe. Là où on ne soupçonne pas, dans ce boussu, comme il dit, sortent ces pépites. Toi, Morgane, et justement, il faut se tromper des lumières de Paris. Je pense que les Parisiens s'intéressent beaucoup aux Belges, justement, parce qu'on a justement des êtres qui peuvent produire comme toi un film qui est ce miroitement, qui est un travail immense. On voit bien l'énorme tâche de montage, de réflexion, de richesse pour rentrer dans cet univers, et de transmission aussi. Donc, je pense qu'il y a encore, justement, dans ces petites provinces, des gens qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui font un travail remarquable. Je voudrais dire que j'ai rencontré Marcel, on l'entend, en 1982, à la lecture de Julie ou la dissolution. Et ce livre était un des livres qui pouvait recevoir le prix triennal de la littérature du roman. Et c'est Henri Beauchot qui l'a reçu, et pas Marcel. C'est difficile de comparer deux écrivains tellement différents.
je ne veux pas remettre en cause les mérites d'Henri Beauchot, mais pour moi, c'est Marcel qui aurait dû l'emporter très loin. Du coup, j'étais le voir, depuis on est très amis. J'ai vu le parrain de la fille Virginie de moi, Julie, à qui j'ai donné le nom de Julie à cause de Julie ou la dissolution. C'est un livre un petit peu à part dans son itinéraire, mais très exemplaire et symbolique de sa démarche. En deux mots, c'est une fille, Julie, qui est rousse, qui est belle, et qui arrive dans un centre de la recherche scientifique pour le progrès de l'humanité. Elle fait des fautes d'orthographe, ce qui est assez embêtant, on va la virer, et donc le narrateur corrige son orthographe, elle boit du vin, elle amène du vin, tout le monde devient sourd, et l'entreprise se détruit peu à peu. Donc elle est l'agent de la destruction dans une entreprise du progrès. C'est un livre, c'est la dissolution. Mais joyeux, ça n'a rien de triste. On détruit tout. Il y a une jubilation dans la destruction. Donc Marcel est un homme qui jubile. Il y a un rire, il y a un rythme, il y a une force. Destructive et affirmative. Point de réflexion qu'on a évoqué dans le film, qui est très intéressant. C'était presque impossible de faire un film, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il y a quelque chose qu'on n'atteint jamais, dont on parle, c'est la langue elle-même. Marc Wachler en parle, d'autres aussi. Et je pense à une phrase de Mallarmé, qui reçoit le monsieur Chancel de l'époque, Jules Huret, et quand il prend congé de son intervieweur, il dit « J'abomine tout ce qui est enseignement appliqué à la littérature ». Magnifique. Donc un prof est dans une incapacité de parler parce qu'il va ramener à une thématique, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit dans ses livres, sa patrie, c'est ni la Belgique ni la France. Sa patrie, quelqu'un l'a dit, c'est la langue, c'est je crois Fleur qui l'a dit. C'est la langue. Et comme dirait Lacan, c'est là la langue. Ça veut dire une langue sous la langue. Une force qui anime la langue, un rythme. Il n'y a qu'un seul personnage dans ces livres, c'est le rythme, ou le souffle, ou le cri. Et donc la langue est là, la langue est le personnage, langue de destruction et langue d'amour. Ça peut, c'est pas un reproche, je ne peux pas tout dire, c'était peu présent dans le film. Oui, je trouvais aussi que les femmes auraient pu... C'est le rapport des femmes. Il a écrit Lettre pour l'infante roumaine, enfin, Marcel est un cas assez unique, c'est un monogame à répétition. Il est toujours fidèle, hein, mais c'est un monogame à répétition. Et donc chaque femme qui arrive, il lui dédie un livre, c'est un grand amoureux, et il confond la femme et la langue. Le rythme, c'est la même chose pour lui. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un séducteur malgré lui. Le nombre de femmes qui ont lu ses livres, et si je puis dire, qui s'offraient à lui sur un plateau, il m'a lu des lettres incroyables. C'est comme s'il avait saisi, là, aujourd'hui c'est mal vu évidemment à l'époque où on se défie beaucoup, mais c'est comme s'il avait saisi quelque chose de la féminité. Et beaucoup de femmes à l'époque, aujourd'hui ça peut être très différent, se reconnaissaient en lui. Donc il y a une parole d'amour, une parole... Il a écrit un livre magnifique, Le sexe de la femme, le sacre de la femme, le sacre de la femme. C'est la même chose. Sa religion, c'est la femme. C'est un athée religieux, et sa religion, c'est la femme. Et la langue, qui se confond absolument. C'est pourquoi, c'est moi qui vais en parler, il faut le lire, comme Denis Lavant le fait très bien. On le lit. On n'a pas un cours sur Marcel Moreau, on le lit. Autrement, on va le réduire à quelques thèmes. C'est la preuve que la littérature n'est pas thématique, elle est une langue dans la langue. Deleuze dit écrire dans une langue étrangère. Et Marcel écrit dans une langue étrangère qui est son français, qui est le Marcel Moreau. C'est pour ça c'est très fort. Et en même temps, c'est illisible. Résumons un livre, de quoi s'agit-il? Du rythme. Et encore du rythme, et toujours du rythme, tous les tons. Le piège, évidemment, c'est le ressassement. Tous ces livres n'ont pas la même intensité.
Le piège, c'est la répétition. Mais il parvient le plus souvent à être nouveau dans la répétition. Ça se voit dans ses lettres manuscrites. Nietzsche dit « j'écris avec mon pied », et lui, il écrit comme ça danse dans tous les sens. C'est un rhizome, on est envahi, on est possédé. Un lecteur de Marcel Moreau, ça apparaît dans le livre, il est possédé. C'est une contagion, c'est une maladie, mais une bonne maladie. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. Et souvent dans le film, ça apparaît. Et là, évidemment, c'est la partie forte du film. Voilà quelques réflexions comme ça. Il attirait, oui, il attirait les femmes, il attirait les peintres, il attirait les écrivains. Effectivement, cette image quand il de profusion qui venait à lui. Et dans La Contagion, c'est qu'effectivement, les livres de Marcel transforment l'écriture des écrivains ou de son lecteur bien souvent amène ce désir d'écriture aussi. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est un homme qui n'est pas vaniteux. Eh bien, je vous assure que dans la corporation des écrivains, des peintres, des cinéastes, c'est rarissime. Il n'a aucune vanité. Il traite un débutant comme un égal. Il n'y a pas de hiérarchie chez lui. Et donc, il a le sens de l'amitié. Quand il était en bonne santé, il passait une journée à faire de la dope pour ses amis. Une journée pour cuisiner pour ses amis. Donc, c'est un ogre gentil. Et souvent, des gens violents, peut-être que Noël Godin pourra intervenir, les gens violents sont des doux. Vaneigem est un homme doux. Sioran est un homme doux. Et lui, c'est un homme doux. Violent et doux, en même temps. Ça, c'est extraordinaire. Et pas vaniteux en plus. Il a le sens de l'amitié. Et ça, c'est quand même, c'est pour ça que il fait des amis. Il y a les amis de Marcel Moreau, dont vous allez devenir peut-être un jour, ces amis de Marcel Moreau. Une main se lever là-bas, je ne sais pas. Si personne ne veut parler, moi je vais poser des questions toute la soirée. Votre film aussi est très intéressant par un certain point, c'est que vous m'avez fait prendre conscience d'une chose, c'est que l'accumulation des coups de chance chez Moreau, il a failli pas naître, parce que ça on l'apprend dans votre film, la sœur qui voulait un frère, etc. Il aurait pu ne pas naître, parce qu'a priori c'était pas dans le projet parental. Et ensuite, la publication de son premier roman, Quinte, ça a failli pas se faire. Parce qu'un roman comme Quinte, il faut tomber sur un Jean Paulhan ou sur un éditeur qui a un peu d'ouverture ou qui est capable de comprendre, qui ne va pas lire du Amélie Nothomb toute la journée. Et alors, il a failli pas naître, il a failli pas être publié. C'est un peu la Belgique, en fait. Ah oui, il a failli... mais surtout, il a failli ne plus être publié. Enfin, dès la première des Quintes, ici j'ai amené un livre qui est intéressant, c'est les auteurs de ma vie par Edmond Buchet. Donc, Edmond Buchet, c'est l'éditeur de Marcel, donc Quinte, Buchet-Chastel. Et dès le premier livre, c'est Quinte, c'est formidable, il y a plein de prix, il est repéré partout, il y a la télévision, il vient chez lui à Boussu, qui vient filmer sa façade à Boussu, et puis qui vient filmer ici à Waterval-Boisfort, on voit un film. Et après, dès le deuxième, qui s'appelait Huée et Cohu, et qui est devenu Bannière de Bave, il refuse de le publier parce qu'il il réduit les efforts que lui, Edmond Buchet, éditeur, avait essayé de faire pour faire émerger la figure de Marcel Moreau. Donc ça, on peut le trouver ici dans le livre. Et dès son deuxième livre, c'est Gallimard qui publie donc Bannière de Bave, parce qu'il regrette de ne pas avoir publié le premier qui était un succès, mais Bannière de Bave, chez Gallimard, c'est qu'un exemple. Enfin, c'est qu'un livre, c'est qu'un seul livre. Après, il revient chez Buchet-Chastel pour d'autres livres. Il y a ce refus chez Marcel Moreau, et c'est ça qui le rend formidable, et c'est pour ça que c'est d'autant plus génial, c'est qu'il est toujours là, les gens continuent de le lire, les acteurs comme Denis Lavant continuent de le proférer,
uniquement par son écriture et pas parce qu'il a été dans des émissions de télé, pas parce qu'il a été toujours contraint à être édité toujours chez le même éditeur. D'ailleurs, on le voit dans le film aussi, quand on lui propose de retarder la publication de son livre pour figurer dans l'ANRF, sa réponse au Télégraphe, on voit, c'est non, elle ne veut pas. Même pour essayer de se faire bien voir, il continue de faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire écrire. Et comme il a un boulot de correcteur, ben, il sait qu'il a son boulot qui continue et qui lui permet de vivre. Et tout ce qui fait partie de l'écriture, ben, il ne fait que ça, quoi. Et il ne veut pas se corrompre avec d'autres gens, essayer de sortir, essayer de vendre ses livres. Quand il vient faire la promotion de ses livres, on voit Marc Wachber qui dit « mais on aurait mieux fait de ne pas l'inviter à certaines fois ». Tellement il ne veut pas répondre, il veut essayer de... Et on a aussi un autre témoignage qui dit qu'il venait avec ses bouteilles de vin, parce que c'est aussi un grand, je ne vais pas dire alcoolique, parce que ce ne serait pas bien, mais c'est un généreux. Et donc l'ivresse pour lui, c'est plus que... C'est avant tout de l'alcoolisme, de l'ivresse. Voilà, il faut être ivre, comme un poète bien célèbre l'a dit, il faut être ivre de littérature, de poésie, de vin, comme vous voudrez, mais il faut être ivre. Et ça, c'est Marcel Moreau, c'est ça qui est formidable chez lui. Voilà. Ivre d'alcool et ivre de vent. Mais là, il y a aussi une dernière chose, et après je me tais, mais qui est passionnante dans votre documentaire, et vous commencez par là, et vous avez bien fait, je vous félicite d'avoir commencé par là, c'est l'estomac, les entrailles, l'intestin. Et ça, c'est magnifiquement dit chez Moreau, l'instinct qui prime sur l'intelligence. Et c'est magnifiquement dit chez un autre auteur, qui est toujours le même, c'est Proust. Dans un des tomes de la recherche, je ne sais plus si c'est le 3e ou le 4e, il dit exactement la même chose. On ne peut pas écrire avec son intelligence. Et ça, c'est fondamental. Et vous commencez par là, donc je vous remercie. Oui, chez Bernard Pivot, donc il a été reçu peu de temps après, je pense, le naufrage de l'Éléana. Je pense que c'était au moment de Discours contre les entraves, mais je ne suis pas sûr, de l'apostrophe de Bernard Pivot. Bernard Pivot qui, en passant, a fait dire à son éditeur, c'est toujours dans les mémoires de son éditeur, qu'il ne le recevrait plus jamais parce qu'il n'est pas assez télégénique, à l'époque. Donc, moi, quand je peux faire une pique, j'y vais. Parce qu'il ne faut pas s'étonner si on se rend compte que la langue se perd un peu, ben c'est parce qu'on ne veut pas faire la promotion d'auteurs exigeants, compliqués. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que Nietzsche, il l'a abordé d'une façon viscérale, pas d'une façon intellectuelle. Il l'a abordé avec ses tripes, et c'est l'intervenant dans l'émission L'Apostrophe qui dit, mais quand même, Nietzsche, vous l'avez abordé avec votre cerveau, avec votre intelligence. Il dit, non, je l'ai abordé uniquement avec mes tripes, avec mon envie de connaître ça, et par rapport aux réactions que ça me donnait. Donc ça donne beaucoup d'espoir pour les gens qui se disent, tiens, la littérature, c'est compliqué, ouvrir un livre, c'est compliqué, lire des mots, c'est compliqué. Et je pense que Marcel Moreau peut sortir beaucoup de jeunes de cet état d'apathie concernant la littérature. Et voilà, on préfère voir des films, écouter de la musique, mais quand on écoute Marcel Moreau, quand on le lit, c'est du cinéma, c'est de la musique, c'est de la force, quoi. Donc on peut en tirer beaucoup de force. Et je crois que dans le film, on voit beaucoup de personnes qui ont tiré beaucoup de force de ses écrits. Et c'est juste ce que je voulais montrer, c'était pas du tout faire un film où j'essayais de me servir de Marcel Moreau pour essayer de créer un univers à moi ou quoi. Non, je voulais juste montrer des gens qui avaient envie de lire ce mec et qui sont arrivés à la littérature peut-être grâce à lui aussi. Voilà. Je pense que ton film donnera envie de lire du Moreau à ceux qui ont levé la main. Et je le souhaite vraiment pour eux. Oui, quand j'étais jeune, une amie chanteuse m'a passé le livre Les Arts viscéraux, et je dois dire que ça a provoqué une déflagration en moi. Et nous nous sommes amusés à le lire pour des amis, et en fait, ça a été très difficile, mais on a été tellement emportés par les mots que finalement, enfin, moi je faisais de la danse, et en fait je le sentais vraiment dans les tripes. Je ne parle pas de la danse classique, tout ça, je parle vraiment de la danse, ce que les gens ont toujours fait, danser, pour dire l'indicible justement.
Mais alors j'ai assisté à un colloque, c'était en 89 je crois, sur l'Europe, donc sur la CE. Et Marcel Moreau était invité, et je crois qu'il y avait Régis Debray, il y avait un certain Buzy, et c'était organisé par Marc Croixbord. Et en fait, il a fait peur à tout le monde, quoi, parce que quand on lui a demandé son avis sur l'Europe, il a dit qu'il tremblait de peur à cette future Europe et tout ça. Et je me souviens que Croixbord a dit quand même qu'il était assez pessimiste. Et il y avait des hommes d'ailleurs, j'ai fait remarquer que bon, il n'y avait que des hommes qui parlaient cette fois-là. Et j'ai eu le grand honneur, il est vraiment venu me parler en disant, moi, quand j'écris, je danse. Et j'ai jamais oublié ça. Et puis je l'ai vu d'autres fois, mais enfin voilà, je ne vais pas m'allonger là-dessus. J'ai été très marquée par Marcel Moreau, et je suis étonnée que les Belges s'aiment aussi peu. Parce que quand on a un génie comme ça dans notre pays, franchement, il serait temps de se mettre à le lire. Voilà. C'est pas une image en plus, je pense que l'image de Marcel Moreau qui danse quand il écrit, il le vit vraiment comme ça, et quand on va le voir, souvent on peut se dire c'est une image, c'est une belle formulation, c'est quel beau mot d'auteur, mais chez lui c'est vraiment, il le vit comme ça. Je pense que tous les gens qui l'ont connu pourront confirmer. Et concernant l'Europe et Marcel Moreau, je crois qu'il y avait un article de journal où il y avait justement, je crois, Marcel Moreau, Jacques Socher aussi, je crois, sur un questionnement autour de l'Europe. Je me souviens d'un article, et je ne sais pas si c'était à cette époque-là, mais en tout cas, moi j'avais eu entre les mains, je ne l'ai pas mis dans le film, mais c'était très, très amusant de voir justement les réactions. Un journal qui pose des questions à des écrivains pour savoir qu'est-ce que l'Europe. Et c'était à l'époque où voilà, on pouvait se poser énormément de questions sur l'Europe, et on s'en pose toujours énormément. Je crois que ça peut être toujours très intéressant d'en poser. Ce qui peut-être ce qui est intéressant aussi, comme j'étais en train de parler d'un type que j'espère un jour peut-être découvrir, qui s'appelle, ici on le trouve, donc Raymond Choquet, qui est un poète, et que personne apparemment, peut-être qu'il y a quelqu'un un jour qui me dira, tiens, Raymond Choquet a écrit des trucs formidables, mais je crois qu'il n'a jamais été publié, Marcel Moreau l'a assez dit. Mais par contre, Marcel Moreau a toujours été très attentif sur les artistes, sur les auteurs, et par exemple Sophie Beuys a été... Marcel Moreau a fait une préface pour... Marcel Moreau, c'est un découvreur, donc il a cette générosité et de faire la daube, et de quand il trouve un texte ou un auteur, il va se battre. Il a fait une préface pour Laurence Vielle aussi, quand elle était vraiment pas du tout connue, donc il déniche, et moi je lui dois la publication de mon premier roman. C'est vrai que c'est lui il y avait 2 éditeurs qui m'ont dit, vous citez Marcel Moreau dans votre livre, envoyez-lui le livre, ça va lui faire plaisir, et c'est ce qui s'est passé. Donc après il a lu mon livre, il l'a passé à son éditeur, et il a fait la préface. Il a soutenu, accompagné beaucoup de gens, des musiciens, parce qu'on a parlé des artistes, mais bien sûr les musiciens aussi, et la musique d'ailleurs que tu as faite elle accompagne très bien son texte aussi. Et la dernière fois que je l'ai vu, bon, il faut savoir que maintenant Marcel est dans un home à Paris, et que Stéphane et Morgane savent combien c'est dur quand on a connu cet homme dans cette énergie, cette force, cette vigueur, jusqu'il y a peu, de le voir affaibli, etc. Mais il garde ses fulgurances, et donc les moments où il chute, après il y a des moments où ça revient comme ça, et je me souviens, il m'a dit... Quand j'écris, je questionne mon corps. Mais malheureusement, évidemment, maintenant il n'écrit plus, mais c'est une manière de dire, Sophie, si toi tu écris, questionne ton corps. Et je sors de chez lui avec ça. Je marche, et je pense à ça, et je rentre, et je dis à mon mari, etc. Donc ça vit encore de ces visites, même quand on sent qu'effectivement, voilà, la vie... petit à petit l'emporte, et que voilà, on lui envoie notre amour, nous tous ici, ses amis, et même ceux qui le découvrent. Ça me fait du bien de voir que de son vivant, il y a cet hommage qui lui est rendu, et qu'on peut penser à lui. Je voudrais ajouter à ce que tu as dit,
La dernière fois que je l'ai vu, il y a quelques mois, dans un hôpital où il était, il m'a dit, je n'écris plus parce qu'il n'y a plus les rythmes. Et comme il est à l'écoute de son corps, des rythmes, il était dionysiaque, il a perdu cette force dionysiaque. Même si dans sa tête, les mots sont encore là, et comme c'est le rythme qui parle, malheureusement, le corps défaillant n'a plus ce rythme. C'est un homme qui ne vit que dans les rythmes, et le rythme est diminué, perdu. Il peut rêver ses mots, mais il ne peut plus les écrire. Il doit être debout pour écrire. Ouais, dans la danse, dans la frénésie. S'il n'y a pas cet emportement, il n'y a plus d'écriture. Je voulais juste dire un petit mot et remercier Stéphane de m'avoir fait découvrir Marcel Moreau, notamment par la pièce qu'on a jouée avec Morgane et Stéphane. Et quand j'écrivais cette musique, d'ailleurs j'ai intitulé un des thèmes Jazz de la folle femme. Jacques Socher parlait tout à l'heure de la femme et de la langue qui se confondaient, donc Jazz de la folle femme. Il y a de l'utilisation de l'harmonium indien et de ses bourdons pour essayer d'évoquer les entrailles. Il y a du oud aussi qui est un loupé, répété, et du violoncelle, soit par pizzicato, soit à un moment donné, le violoncelle, on va dire, s'envole par l'archet. Donc j'ai essayé de créer un climat, et je dois dire que les mots que j'ai pu lire, et grâce au travail que Stéphane a produit, ont vraiment inspiré et ont nourri cette musique. Et donc ça a créé une sorte de synergie entre la littérature et les notes. Et les sons aussi, parce que l'utilisation de certains sons, comme cet harmonium et ce oud, ont vraiment été inspirés par ce que j'ai pu lire de Marcel Moreau et de la manière dont Stéphane en parlait. Et on pourrait aussi revenir sur... Parce que si Noël Godin est ici dans la salle et dans le film, c'est parce que, évidemment, Marcel Moreau est évidemment profondément révolté, révolutionnaire par sa forme de littérature, par ce qu'il dit. L'anarchisme est, à mon avis, ce qui lui sied le mieux, parce qu'il refuse tout, il refuse tout dogmatisme. Et la présence de Noël est évidemment importante pour donner un éclairage sur la personnalité de Moreau, qui est surtout dans les premiers livres, donc pratiquement avant le naufrage, justement, puisque La Terre infestée d'hommes est un livre très dur qui profère même à un moment la dictature de l'esthétisme. Parfois, il est très révolté dans ce truc. Il a des moments très très forts. Il y a même un moment dans le livre où il arrive dans une rédaction et avec un lance-flamme, et il s'imagine en train de brûler tout le monde. À l'heure actuelle, ce genre de propos peuvent être très mal vus. Et donc il y a ça aussi chez Marcel Moreau. Bien que Marcel Moreau aussi, avec le recul et avec plus d'une soixantaine de livres plus tard, ne veut pas être assimilé justement à un anarchisme total. Mais en tout cas, dans les premiers livres de Marcel Moreau, son anarchisme est très profond, à mon avis, et très révolté. Après, je pense qu'il y a eu des mots d'ailleurs avec Noël Godin. Je pense qu'il y a eu parfois des dialogues assez, pas houleux, mais en tout cas, il ne voulait pas être repris. En zigzag. Oui. Je crois que ça devait être très intéressant, parce que Marcel ne veut pas être totalement assimilé à un mouvement totalement anarchiste. Il y a beaucoup d'anarchistes qui ne veulent pas être assimilés à l'anarchisme. Ce n'est pas... Voilà, c'est une notion... C'est justement la forme parfaite de l'anarchisme, c'est de ne pas être assimilé. Ah oui. Mais je ne sais pas si Noël a justement des souvenirs de ça, dans lequel il me semble qu'il y a eu un débat, je pense, entre vous et Marcel Moreau. On a eu des petites prises de bec. On a eu des petites... quand, dans un de ses romans, il a insisté sur le fait qu'il était en train d'écrire l'opéra de sa décrépitude. J'ai été infiniment déçu qu'il vive cette dépression, mais qui n'a pas duré longtemps, et puis qui faisait partie de lui. C'est comme ça. Ça montait, ça flamboyait, et puis ça pouvait se dissoudre, revenir de la plus exaltante manière en emportant avec soi des belles vagues, de nouvelles rencontres.
Qu'est-ce qui donne justement à Marcel Moreau cette place évidente qui est dans votre livre, la subversion carabinée, anthologie de la subversion carabinée, parce que vous avez fait une anthologie de la subversion carabinée où Marcel Moreau se trouve en bonne position. Qu'est-ce qui fait que Marcel Moreau trouve une place importante dans ce livre pour vous? Mais il explique très bien dans ses livres qu'il essaie, lui, qu'il tente de détecter la charge des possibles qu'il y a dans ces rencontres, comme dans lui-même. Et là, il fait un anti-travail d'agitateur merveilleux, mettant vraiment le doigt, comme certains grands anarchistes individualistes de la Belle Époque, sur le fait que la révolution ne pouvait commencer que dans soi-même, à la Vallégienne que tu citais tout à l'heure, comme chez les Situs, alors qu'assez curieusement, il n'a pas lu les Situs, il n'a pas lu les situationnistes, et c'est un des personnages les plus dangereux pour les pouvoirs établis, puisqu'il y a une force de conviction incandescente en lui qui est totalement et délicieusement redoutable. Donc, vive plus que jamais Marcel Moreau. On en voit d'ailleurs dans le film qui se sont aussi brûlés les ailes, justement en lisant, enfin c'est la théorie de Marc Wachber qui montre Stéphane Mandelbaum qui aurait pu être galvanisé ou en tout cas attiré d'un côté, enfin ça c'est la théorie de Marc Wachber, mais en tout cas de montrer que que la littérature de Marcel Moreau peut soulever beaucoup de gens dans le bien comme dans le négatif. À mon avis, que dans le bien, à mon avis, mais dans la société actuelle, ça peut être sujet à caution. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'autre chose dans la littérature de Marcel Moreau. Je crois que Jacques Sacher. Hein. Non, je crois que la dernière parole de Noël Godin, vive Marcel Moreau, vive Marcel Moreau, voilà. Et donc, allons chez les bouquinistes, fureter, pour essayer de trouver les livres de Marcel Moreau. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Stéphane pour ce magnifique film, pour cette magnifique soirée.